Né à Paris, dans le sein du luxe et de l'abondance, je crus dès que je pus raisonner que la nature et la fortune se réunissaient pour me combler de leurs dons. Je le crus parce qu'on avait la sottise de me le dire, et ce préjugé ridicule me rendit hautain, despote et colère. Tout commence par un immense sentiment de puissance. Du cristal, de l'or, de la pourpre. Voici ce que découvre Donatien Alphonse François de Sade quand pour la première fois, il ouvre les yeux le 2 juin 1740 dans une demeure princière au cœur de Paris. Ici tout est luxe, faste et splendeur. Cette demeure appartient à une lignée de sang royal proche de Louis XV, les Condé. C'est un des plus beaux palais de la capitale, un hôtel immense entouré de jardins en terrasse face au Luxembourg. Il était entouré de tableaux, de meubles exceptionnels. C'était en soi un petit Versailles au cœur de Paris. Qui plus est, c'était l'hôtel particulier des princes de Condé, donc famille de Bourbon, prince de Condé. Et donc il vivait là comme, j'allais dire, un petit prince. C'est grâce à sa mère, Marie-Éléonore de Maillet, cousine des Condé, que Donatien et sa famille vivent au palais. Ils sont de sang royal et en plus, la mère de Sade, elle est dame d'honneur de la duchesse de Bourbon, hein, c'est-à-dire qu'elle appartient au tout premier cercle de la vie de cour. Son père, Jean-Baptiste de Sade, est pour sa part issu de la noblesse provençale. Il est monté à Paris pour faire carrière. C'est-à-dire d'un homme très séduisant, très intelligent, extrêmement doué pour plaire et aussi vrai lettré. Jean-Baptiste de Sade mène une carrière diplomatique. Il n'est guère présent auprès de son fils. Donatien est élevé par une armée de domestiques avec l'idée qu'il fait partie de la race des seigneurs. Et vit une enfance de fils de famille à qui rien n'est interdit. Tout semble possible. Ce mode de vie va petit à petit le transformer, l'habituer à être dans les privilèges, dans l'abondance, dans la facilité. Ce qui, je pense, a beaucoup d'impact sur sa personnalité, puisqu'il va naître avec l'idée, très petit, que le monde est fait pour lui obéir. Mais ce sentiment de toute puissance est bientôt fragilisé par l'attitude de sa mère. Une mère en proie à la dépression. Il y a eu très peu de contact entre l'enfant Donatien et sa mère. C'est comme si cette femme s'était absentée de la scène familiale. Marie-Éléonore a perdu 2 enfants en bas âge, et cela l'a brisée. Il y a une sorte de cerne de deuil autour de lui, ce qui peut expliquer le retrait ou l'absence ou la tristesse de la mère. En disant, quand on a une mère dépressive qui est dans le deuil d'enfant, il y a ensuite une grosse problématique narcissique chez l'enfant survivant qui à la fois ne se sent pas aimé par sa mère et à la fois se sent investi du rôle de consoler la mère de la perte de ses enfants. Donc ça, sur le plan du narcissisme, c'est très important à mon avis chez Sade. Mais Donatien ne parvient pas à sauver sa mère. Son désarroi s'exprime par des débordements. Élevé avec son frère de lait, le prince de Condé, il se montre querelleur. Ils avaient l'habitude de se bagarrer, ce qui n'était peut-être pas bien reçu à l'époque. Et le jeune Donatien
avait l'impression d'être supérieur au jeune prince de Condé parce qu'on lui laisse croire que c'est un enfant qui peut tout faire. On ne se bat pas avec un prince. Donatien franchit une première limite qu'il ne cessera de repousser toute sa vie. Et ses excès ne lui rendent pas sa mère. Elle l'abandonnera définitivement quelques années plus tard, se retirant dans un couvent. Son père décide alors de l'éloigner de Paris. Il confie cet enfant en colère à son frère, l'abbé de Sade, qui vit sur les terres familiales, en Provence. La Provence sera pour Donatien une seconde naissance, l'immersion dans un paradis sauvage et fantastique. Le jeune Donatien part en Provence, et là il passe d'un des plus beaux hôtels particuliers de Paris à une sorte de citadelle au cœur de la Provence, le château de Saumanne, qui est à la fois un lieu du Moyen-Âge et de la Renaissance, où le petit Donatien découvre un monde totalement différent. Aller en Provence, à cette époque, c'est aller très, très, très loin de Paris. C'est à des jours et des jours de Paris. Je pense qu'une partie de lui a commencé d'exister là, par le soleil, par la sauvagerie aussi. Je conçois assez bien Sade regardant ces cieux provençaux et ayant ce sentiment-là de violence saisissante de l'immensité. Dans ces terres de Saumanne, lieu du pouvoir féodal de sa famille, Donatien s'immerge dans une nature mais aussi un imaginaire ancestral, bien loin de l'esprit éclairé des Lumières. Cette Provence, elle est vue comme la province gothique par excellence. Ici, son imagination est en liberté. Elle va rapidement se peupler de créatures étranges et fantastiques issues des légendes provençales. Au XVIIIe siècle, à la campagne, la nuit est noire. Et jusqu'en attendant le lever du jour, tout est possible la nuit. Tous les fantômes sont encore présents. On n'est pas si loin de l'époque où on poursuivait les sorcières, où les rumeurs couraient dans la campagne sur les animaux monstrueux, fantastiques, sur les pouvoirs des sorciers, des ensorceleurs. Le fantastique, il le découvre également lors des cérémonies mi-religieuses, mi-païennes qui perdurent en Provence. Une sorte de défoulement populaire totalement débridé. Il y avait à Aix-en-Provence donc une procession de la fête Dieu qui choquait tous les esprits éclairés du temps. On voyait des diables avec des sexes de 3 mètres autour du corps, etc., que tous les enfants poursuivaient en tirant sur le sexe, etc. Je pense que toute l'œuvre anonyme de Sade se situe dans ce monde-là, ce monde de la diablerie, finalement, tel qu'on le voit dans ces processions d'Aix. La diablerie, le refoulé, l'inconscient jailliront 40 ans plus tard dans son œuvre d'écrivain. Et c'est par son oncle que Donatien entre en littérature. Jacques-François de Sade, qui vit au château de Saumanne, est un abbé. C'est aussi un lettré, un érudit, ami du philosophe Voltaire et écrivain à ses heures.
L'abbé possède une magnifique collection. Il a rassemblé les classiques latins, français, italiens aussi. C'est une des plus belles bibliothèques, sans doute, de Provence, parce que l'abbé était au courant de tout ce qui pouvait sortir et être édité. Donc on y trouve aussi bien de la philosophie, du théâtre, des sciences, de l'histoire, de la géographie. À l'époque, on se piquait de lire tout. Et il avait aussi un petit fonds de livres libertins. Car tout abbé qu'il est, Jacques-François de Sade est aussi un libertin. En ce siècle des Lumières, un libertin est un libre penseur qui considère qu'il faut libérer l'esprit et le corps des dogmes et de la religion pour mieux jouir de la vie. C'est un abbé du XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'il a des accommodements avec la règle. Et quand il est au château de Saumanne, il a une maîtresse, voire plusieurs. Dans les méandres du château médiéval, Donatien est un enfant à l'affût. Guetteur, voyeur. Il entend tout, capte tout. Et surprend son oncle lors de ses parties fines. Ce que Sade découvre dans la familiarité avec l'abbé de Sade, c'est que les apparences recouvrent des réalités bien différentes. Il a là un oncle abbé qui, dans sa vie ecclésiastique, tient un discours rituel, dogmatique, et dans sa vie privée, se conduit de manière totalement différente par rapport à ce qu'il professe. Tout prêtre qu'il est, il a toujours un couple de gueuses chez lui. Est-ce un sérail que son château? Non, c'est mieux. C'est un bordel. Littérature, libertinage, fantastique. Les grands éléments de l'univers sadien se mettent en place. À 10 ans, Donatien est arraché à sa Provence et à sa liberté. En 1750, il retrouve Paris et découvre son père. Ce père est lui aussi un homme des Lumières et un libertin qui revendique une liberté d'esprit et de mœurs. Il appartient à cette aristocratie libertine qui s'est affirmée après la mort de Louis XIV. L'époque de la Régence, après la mort de Louis XIV, est vraiment l'époque, dans les milieux aristocratiques, d'une explosion de plaisir et de cynisme très remarquable. Et je crois qu'on comprend mal la personnalité du marquis de Sade si on ne comprend pas que son père est un pur produit de cette époque-là, de sentiment d'être tout à fait au-dessus des lois et de pouvoir faire absolument tout ce qu'on désire. Il n'y a rien de choquant. Ils peuvent tout faire. À 15 ans, à son contact, Donatien découvre la sexualité. Ce père devient un modèle. Et ce père, je dirais, fait partager sa sensibilité à ce fils en l'emmenant chez d'anciennes maîtresses pendant ses vacances. Et c'est vrai que c'est là que Donatien va ressentir ses premiers émois. Les femmes que Donatien va rencontrer avec son père sont des femmes du côté de l'intelligence et du côté du plaisir. Très vite, père et fils partageront les mêmes maîtresses et amies, telle la princesse de Rache dont le père note « Elle ne me trouve pas trop vieux et mon fils ne lui paraît pas trop jeune ». Jean-Baptiste de Sade fait entrer son fils en libertinage. Il lui transmet un rapport au monde, une philosophie de vie. Il lui apprend que la manière la plus sûre de vivre, c'est de suivre son désir, de le raffiner hors de toute considération morale. La vision libertine consiste à privilégier son rapport au plaisir
hors toute considération qui risque de l'amoindrir, c'est-à-dire la réciprocité ou la loi morale, bien sûr, et le sens du devoir. S'il y a un devoir pour les libertins, c'est de jouir. Cet horizon libertin est la matrice de celui qui deviendra l'écrivain le plus scandaleux de tous les temps. Celui qui posera la férocité du désir au cœur de son projet littéraire. Guerre, violence, brutalité. Donatien sert pendant 9 ans dans les armées royales et il vit l'absurdité du monde. En 1763, le traité de Paris met fin à la guerre de 7 ans qui déchirait l'Europe. Donatien est enfin libéré. Il a 23 ans et rattrape le temps perdu. Il mène une vie de libertin effrénée. Son corps est combustible. Pour le canaliser, son père décide de le marier. Au plus vite, le conformisme social de sa caste le rattrape.